vous laisse vous présenter en détail sur vos activités. Et dans l'ordre de passage, soit comme sur la feuille, soit si. Alors, ça y est. Ça marche? Ça marche? Très bien. Oui, je m'appelle Bruno Nivière, je suis le président du tribunal de commerce de Marseille. Voilà, donc deuxième tribunal de France en nombre de juges consulaires. Juste une petite précision, mais vous devez le savoir, il y a en France 134 tribunaux de commerce représentant quelques 3200 juges consulaires, c'est-à-dire des juges bénévoles, vous le savez, c'est un mandat électif. Donc, on m'a demandé d'intervenir, et d'abord, je tiens à vous dire que je suis très heureux, très honoré d'avoir été sollicité par votre syndicat pour cette intervention. Et donc, il est spécifiquement dit que on doit partager avec les congressistes notre perception, la perception de votre profession et de son image. Voilà. Donc, je ne vais pas faire un long discours, j'ai choisi quelques points ciblés. Je vais peut-être commencer par les points positifs, ce qui va vous détendre. Et puis après, on passe à autre chose. Je crois que Monsieur le Président Grasse, c'est lui qui vient de réagir à ce que je viens de dire. Voilà. Donc, quelques petits points. Alors, donc je parle en tant que, essentiellement, oui, j'ai oublié de dire, en tant que président du tribunal de commerce. Petite précision, je suis également par profession, hein, parce que je dis c'est bénévole, donc j'ai une profession. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes, hein, voilà, petite précision pour vous. Alors, pour le tribunal de commerce, plusieurs points. Je vais parler très rapidement. Le rôle de l'huissier en amont du litige, la conciliation. Dans l'image d'Épinal, dans l'imagerie populaire, ou dans certains films, on voit l'huissier comme un monsieur très aigri, très introverti, qui vient saisir le miséreux de son maigre bien. Pour moi, l'huissier, en premier lieu, c'est un facilitateur, un médiateur, un conciliateur. Je pense que qui de mieux placé que vous permet d'éviter à un litige d'aller au tribunal. Par exemple, en proposant un plan de redressement entre le créancier et son débiteur, plan de redressement qui recueille l'avis des parties. Donc là, c'est un élément principal de votre profession, qui est connu bien évidemment, mais qui surtout permet de dégager beaucoup de contentieux en amont. Donc ça, je pense que c'est un rôle primordial. Ensuite, j'ai choisi, en deux mots également, de parler de votre rôle au démarrage de l'assignation, de la procédure, c'est-à-dire l'assignation. On parle bien du tribunal de commerce, d'autres tribunaux. Moi, je parle du tribunal de commerce, mais c'est la même chose. Donc, même si ça peut sembler une évidence, nombre de malentendus sont évités par une assignation de qualité. Gage une procédure fiable et non contestable, car adressée aux bonnes personnes au bon moment. Donc, sans cette qualité, il nous arrive, des fois, d'avoir au tribunal des procédures, notamment en liquidation, qui, parce que les personnes n'ont pas été touchées, peuvent justement peut-être par défaut déboucher sur des liquidations d'entreprise, et après avec les communications que vous connaissez, où il faut trouver quelqu'un qui va faire une tierce opposition, parce que la liquidation, souvent c'est la faute du débiteur, parce qu'il n'a pas mis à jour son cabis pour son adresse, hein, mais voilà, donc je pense que la qualité du travail de l'huissier est très importante pour nous. Deux mots également pour le rôle de l'huissier à l'issue de la procédure, donc la signification. Bon, donc on appelle la procédure, vous êtes ceux qui vont signifier et faire exécuter la décision rendue. Et ça, à mon avis, ça participe au premier chef, au respect que doit avoir le justiciable vis-à-vis de la juridiction. Vous êtes le représentant de la justice à ce moment-là, et c'est vous qui faites prendre conscience à la personne de l'autorité de la chirurgie. Un petit point ensuite sur les mesures d'instruction in futurum, sur la saisie, donc sur les mesures au sens de l'article 145 du CPC, qui sont initiées dans le cadre de procédures de requête et de référé. Donc c'est des mesures où le rôle de l'huissier est quand même très délicat, parce que c'est une mesure qui est coercitive, qui est souvent mal vécue par la personne à qui on vient saisir ses fichiers informatiques, par exemple. Et donc la finesse de l'appréciation est indispensable pour éviter des contestations qui pourraient rendre la situation inextricable, notamment quand on va vous invoquer le secret, pardon, le secret des affaires, pas tellement, mais surtout le secret.
plus valable, mais surtout le secret bancaire, par exemple, ça peut poser des problèmes. Là, la qualité de votre approche est importante, sachant également que vous avez, à mon avis, à gérer. Vous savez que la jurisprudence est de plus en plus stricte sur les décisions des juges en matière de motifs légitimes pour justifier cette mesure non contradictoire. Donc il y a peut-être des échanges à faire, des réflexions de votre part et des retours vers nous, je parle de la Conférence Générale des Juges Consulaires de France, sur peut-être des difficultés que vous voyez dans la rédaction de nos ordonnances de saisie, peut-être que des fois, poussées par les avocats, on ordonne des mesures qui sont trop générales, trop vagues, qui vont compliquer les choses, qui ne sont pas assez ciblées, parce que le demandeur lui-même, des fois, ne sait pas ce qu'il cherche. Donc il brasse large, mais bon, c'est peut-être une amélioration des choses de faire ce point de vue. Bon, alors, vous savez de quoi je vais parler maintenant. Donc, le rôle de l'huissier dans ces nouvelles attributions, la liquidation. Donc, vous êtes compétent depuis le 1er janvier 2017 aux fonctions de mandataire judiciaire pour les rétablissements professionnels d'une part, qui sont très très rares, hein, donc c'est rarissime, hein, ou les petites liquidations judiciaires, donc vous savez, c'est un salarié, chiffre d'affaires inférieur, enfin dépassant pas 100 000 euros. Bon, ça a été déjà débattu, je vais rien apporter de novateur, je pense, mais je confirme, selon moi, ça crée un potentiel mais indéniable conflit d'intérêts. Hein. Votre position dans ces procédures collectives sera tout à fait opposée avec votre mission classique qui consiste à défendre un client, votre client créancier vis-à-vis d'un débiteur, alors que la nouvelle mission est garante-elle de l'intérêt collectif des créanciers. Donc le problème qui peut se poser, qui va se poser, c'est que c'est uniquement quand la procédure est entamée que vous allez découvrir ces conflits d'intérêts. Donc ça va poser problème parce que c'est après vos nominations. Vous allez, en regardant la liste un petit peu des créanciers, vous dites, ah mais ça c'est un client, ah mais oui mais là ce mandataire, j'ai fait appel à lui dans une procédure antérieure, je suis un petit peu conflicté et tout, bon. Et donc, quand même, quand le législateur en 1985 a démembré l'ancienne profession de syndic administrateur, l'a démembré entre administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, et bien, il voulait s'assurer d'assurer la représentation, la défense autonome des intérêts parfois divergents de l'entreprise et des créanciers. Et donc à l'époque, le garde des Sceaux, Badinter, et le rapporteur de la loi avaient clairement affirmé leur opposition à cette fusion. Et lors de la préparation de la loi. Alors, j'ai pris quelques extraits du rapport, le discours, enfin, le rapport du rapporteur. Donc, sur entre guillemets. Le syndic n'est pas un officier ministériel, comme l'avouait à la Cour ou l'huissier de justice, légalement propriétaire d'une clientèle. C'est un mandataire de justice. Pour exercer cette profession à titre exclusif, il convient de remplir certaines conditions. Ces activités devaient être exclusives l'une de l'autre, incompatibles avec toute activité professionnelle. En outre, le projet de loi 85 interdit tout cumul avec une autre profession. Qu'il s'agisse de la profession d'administrateur ou de celle de mandataire liquidateur, elles deviendront incompatibles avec toute autre profession, de façon à créer des corps compétents se consacrant exclusivement à ces tâches. Cette règle obligera donc les actuels syndics, qui sont souvent avocats, huissiers ou commissaires-priseurs, à faire un choix. Donc, ce choix, le législateur a voulu mettre en avant l'indépendance des professionnels pour assurer leur crédibilité. Je vais revenir un petit peu sur ce que je dis. Donc, il ne faut pas que les mandataires soient susceptibles de suspecter de défendre d'intérêts particuliers. C'est la raison pour laquelle le Code de commerce leur interdit d'exercer une quelconque activité économique autre que la leur. Donc, le fait que l'huissier de justice des clients qui immanquablement seront des débiteurs sur procédure collective, des créanciers ou des partenaires contractuels de débiteurs sur procédure collective, aboutit à poser des difficultés pour ce qui est professionnel de faire montre de l'indépendance nécessaire dans la conduite de la mission. Alors, je me fais bien évidemment l'avocat amiable, je sais bien qu'en tant que professionnel de droit, vous vous refuserez de travailler dans ces conditions et d'être en conflit d'intérêts patent.
mais vous ne pourrez pas empêcher notre environnement, l'environnement, de craindre, de penser que la transparence n'est pas assurée. Et vous savez que la théorie de l'apparence de nos jours est de plus en plus prégnante, quelle que soit la profession. On doit de plus en plus être méfiant parce que notamment par les communications de plus en plus faciles, les réseaux sociaux, il est facile de balancer sur les gens sans preuve et ça fait toujours du mal. Donc nous-mêmes, juges consulaires, on doit se déporter dans beaucoup de situations à risque potentiel, à risque apparent de conflit, même si ce n'est pas un risque avéré. Donc les législateurs devaient savoir imposer le dépôt d'une déclaration de vos intérêts professionnels. Autre aspect pour donc les nouvelles compétences que vous avez. Donc, vous avez un socle de formation commune, le droit en général, on va dire, avec d'autres professions, dont celle du mandataire, bien sûr. Les mandataires judiciaires doivent quand même faire un stage professionnel, vous savez, minimal de 3 ans, démontrant que la matière demande une pratique assidue. Donc, petite réflexion, je crois savoir que l'École nationale de la procédure a prévu un module de formation de 6 jours et demi pour appréhender l'environnement et les techniques de la liquidation judiciaire. Est-ce que c'est suffisant? Question. Bon, mais tout ça, c'est le débat sur le fond. De façon pratique, le marché des procédures collectives, il n'est pas à la hausse, hein, vous le savez, il est à la baisse. J'allais dire quelque part, c'est tant mieux. Hein. Il est à la baisse de, on va dire, 3-4%. L'an dernier, en 2017, il était à la baisse même de 5%. Pas chez moi, mais parce que j'ai une énorme procédure collective qui m'a fait grimper à plus 5%, mais c'est un épiphénomène. Donc en général, les mandataires judiciaires qui interviennent auprès des tribunaux de commerce sont en nombre suffisant. Il y a quelque chose comme 330 mandataires judiciaires en France, et administrateurs, ça ne peut pas consommer, c'est encore moins, puisque je crois que c'est 130. S'il y en a 330, c'est pas qu'il y a besoin de 3000. Hein. Donc c'est que dans l'organisation de nos tribunaux, je pense que ça serait inutile, même voire néfaste pour l'organisation de notre activité, de multiplier les intervenants, parce qu'ils sont en nombre suffisant. Multiplier les intervenants, ça complique l'organisation, par exemple, des travaux entre le mandataire judiciaire et les juges commissaires. Là, à titre d'exemple, au tribunal de commerce de Marseille, j'ai 5 mandataires judiciaires, et ça suffit. Et encore même, ils viennent se plaindre sans arrêt à moi de ne pas avoir de boulot, assez de boulot. Bon. Donc, la question peut se poser éventuellement sur des zones géographiques où il y a très peu de mandataires judiciaires, mais qui dit très peu de mandataires judiciaires, il y a effectivement également très peu d'affaires, où là, effectivement, il doit y avoir de toutes petites procédures de liquidation judiciaire. Voilà, mais d'une façon générale, je ne pense pas que ce soit une vraie voie de développement pour vous. D'ailleurs, je ne pense pas que la demande soit très forte. Je ne sais pas. En tout cas, moi, à titre de président du tribunal de commerce de Marseille, j'ai été sollicité ni par tel ou tel huissier, ni par vos instances locales. Bon. En conclusion, je dirais que ce genre d'université que vous avez, c'est l'occasion de mettre à plat les problématiques que vous avez, voire de remettre en cause vos propres valeurs, vos compétences. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur son cœur de métier, y ajouter peut-être la modernité, de la dématérialisation, moi à la mode, mais c'est important parce qu'il ne faut pas se croire protégé par les pouvoirs publics parce qu'on est une profession réglementée. Là, je vais parler de moi maintenant. Vous savez que le gouvernement d'un trait de plume est en train de torpiller complètement la profession de commissaire aux comptes, hein, pour un dogme pseudo-économique ridicule, qui consiste à dire qu'il faut se mettre sur les seuils européens alors que le règlement européen ne l'oblige pas du tout, en multipliant les seuils par 4. Ce qui est ridicule parce que la structure des entreprises françaises, vous savez, est essentiellement TPE, plus que dans d'autres pays européens. Et ça va avoir pour effet, et c'est vraisemblablement ce qui va se passer,
de supprimer les 2/3 des mandats en France. En France, quelque chose, mais M. Ibanez me confirmera tout à l'heure, des choses comme je ne vais pas manger dans ta gamelle. Je crois qu'il y a environ 220 000 mandats en France, ça va en supprimer 150 000. Alors, je reviens au tribunal. En page 16 du rapport de l'IGF, l'IGF parle des remontées des procédures d'alerte des commissaires aux comptes dans les tribunaux de commerce. Et il dit, en phase 4, il y en a eu 57 en France. Ah ben oui, c'est pas beaucoup, alors je me suis tenu. Le problème, c'est que la procédure d'alerte dans les SAS, qui est la forme la plus couramment utilisée avec la SRL actuellement, c'est que la procédure d'alerte commence en phase 1. Et moi, rien que sur Marseille, en 2016, j'ai eu 29 procédures d'alerte, dont 26 en dessous des seuils. Et l'an dernier, en 2017, j'en ai eu 19 ou 18 en dessous des seuils. Donc ça veut dire qu'il va me rester plus rien en procédure d'alerte. Plus rien allant dans le sens d'une transparence financière qui est toujours accrue à juste titre. On en demande toujours plus. Là, ça va disparaître. Toujours plus. Révélation de faits délictueux. Terminé. Je ne comprends pas les choses. Alors on nous dit oui, ça va faire gagner 5 000 € en moyenne sur les frais généraux des entreprises. Alors, il y a quelques années, il y a déjà eu un relèvement des seuils pour les SAS. Donc ça a supprimé un certain nombre de mandats. Et on a vu, vous vous souvenez parfaitement, de la formidable embellie des communes françaises grâce à ça. Bon. Voilà, excusez-moi, j'ai terminé un petit peu égoïstement là-dessus. Mais donc, encore une fois, c'est un petit peu un message qui j'espère, contribueront à vos travaux de cet après-midi et demain. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'en ai terminé. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On va continuer sur les chiffres alors. Bien, écoutez, moi je m'appelle Manuel Ibanez, je suis vice-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes des cours d'appel d'Aix et de Bastia. Et j'ai une longue vie maintenant de commissariat aux comptes, mais aussi d'expert comptable, parce qu'il faut savoir qu'on a les deux casquettes. Alors, nos relations avec vos professions, si vous voulez, sont multiples. Dans le cadre du commissariat aux comptes, j'ai l'habitude de dire que vous êtes des certificateurs de faits et d'actes et des mandataires de justice. Pour les commissaires aux comptes, nous, on est des certificateurs de comptes et de valeurs, mais aussi un petit peu mandataires de justice. Pas tout à fait le même statut, mais un petit peu. Notamment, comme nous a parlé notre président de commerce, c'est que nous avons deux mandats, deux fonctions essentielles dans le rôle de la surveillance d'entreprise, à savoir les procédures d'alerte qui, effectivement, compte tenu des seuils qui ont été, dont on pense qu'ils vont être relevés au niveau européen, et dont seule l'Allemagne a ces seuils-là, d'ailleurs, il faut le savoir, hein, le reste l'Italie a baissé ses seuils, d'ailleurs, et l'Allemagne est en train de les baisser, donc voilà, mais nous, on est en train de monter. Ça fait disparaître pratiquement 85% des radars des sociétés, et donc plus de commissaires aux comptes, plus de certification. Alors, on nous demande à nous d'être également des mandataires de justice indirecte pour la surveillance de ces entreprises. Et effectivement, sur ces deux points, on se rejoint un peu, notamment sur la certification, nous des valeurs et nous des faits. Enfin, le commissaire aux comptes et les experts comptables, vous les connaissez, puisqu'ils interviennent déjà, comme dans beaucoup d'autres professions réglementées, dans le contrôle des comptes dédiés. Votre compagnie nationale ou régionale délègue de temps en temps et de façon assez aléatoire ou pas, je ne sais pas, des contrôles, si vous voulez, sur les comptes, sur les fonds, les contrôles de fonds que vous détenez. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce genre de contrôle, puisque les gestionnaires d'immeubles, syndicats de copro qui détiennent les comptes ont exactement le même processus. Les mandataires judiciaires, eux, on a des commissaires aux comptes obligatoires pour le contrôle de ces comptes-là. Et nous, là-dessus, on intervient en coordination avec votre profession pour donner le bon visa, le visa de bonne conduite, ce qui permet d'avoir une transparence financière également vis-à-vis de votre profession, parce que vous savez qu'on vit dans un monde de suspicion totale, et de plus en plus, vous, nous et autres professionnels de la justice qui tournent autour de l'économie, on nous taxe d'avoir des grandes situations, on nous taxe d'avoir pas assez de contrôle sur les fonds que nous détenons, etc.
Et à partir de là, écoutez, je pense qu'il y a une lutte commune quand même. Il faut se rendre compte que c'est un processus qui est global et qui va vers la destruction de ce qui a fonctionné pendant des années. Et donc, la compagnie, par exemple, des commissaires aux comptes s'est associée alors au barreau de Marseille pour manifester lors des manifestations qu'il y a eu pour la défense des droits, enfin, de la justice. Et réciproquement, alors, le barreau de Marseille, ça marche plus. Alors, ça marche plus non plus. Ouais, je peux parler très fort si vous voulez. Ça marche pas? Bien, alors, je vais. Ça a sauté, c'est l'orage. Oui, réciproquement, je veux dire, les barreaux et d'autres professionnels judiciaires nous soutiennent régulièrement dans nos missions. En fait, toutes ces réformes et ces modifications qui paraissent désordonnées et qui en fait, je pense, ont un but commun, qui n'est pas toujours soi-disant économique, mais qui n'est pas vraiment économique. Parce que le coût, par exemple, de fonctionnement de nos métiers, de vos métiers, ou des métiers d'avocat dans les procédures, il ne faut pas croire que ça va disparaître. À un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui va les porter. Et lorsque les banquiers vont solliciter, lorsqu'une entreprise va solliciter un banquier pour avoir un emprunt, figurez-vous que le banquier, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander un audit des comptes. On paiera nettement plus cher que 5 000 euros, hors taxe. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, nous là-dedans, sachez qu'on est très attentifs à tous les métiers et toutes les fonctions de vos fonctions exactement qui tournent autour de votre métier. Et si on est venu aujourd'hui, on vous remercie de votre invitation, mais c'est aussi pour pouvoir apporter à nos confrères et collègues de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, mais aussi des experts comptables, je dirais un peu vos impressions, vos attentes. Et sachez que nous sommes quand même très proches de vos professions et de votre, et on vous soutient pleinement. Voilà, je passe la parole maintenant, je passe à M. Bâtonnier. Bonjour. Tout d'abord, remerciements à M. le Président Patrice Gras de m'avoir fait l'honneur et à l'UNHJ de m'avoir fait l'honneur d'intervenir dans votre université ce matin. Et j'ai le rôle difficile de vous faire part du point de vue de l'avocat. Alors, ce matin, j'ai entendu les propos de Madame la Présidente de la Chambre nationale des huissiers en Belgique, qui n'a pas dressé un très beau tableau des avocats, notamment bruxellois peut-être. Alors, je vais vous faire part de mon point de vue, qui est peut-être un peu particulier. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Frédéric Kieffer, avocat au barreau de Grasse, un peu anonyme. Mais je suis aussi président de la PPE, qui est l'association des avocats praticiens des procédures et de l'exécution. Et d'ailleurs, certains huissiers de justice sont adhérents à notre association et viennent régulièrement à nos colloques qui tournent autour de la procédure civile. Il y a 2 ans, on a fait un colloque sur la procédure d'appel, et puis l'année dernière sur la procédure de saisie immobilière du XXIe siècle. J'interviens également en qualité de chargé d'enseignement à l'université de Nice Sophie Antipolis avec le professeur Nathalie Frissero, que vous connaissez tous, je suppose, qui intervient régulièrement dans des formations de justice. Et je fais avec elle le Master 2 gestion du contentieux privé, dans lequel j'enseigne les voies d'exécution, avec un huissier de justice en général, et on se partage la tâche, ça se passe très bien. Ce qui m'amène à parler maintenant de mon point de vue sur les huissiers de justice. Et pour moi, avocat, huissier de justice, c'est un petit peu comme un vieux couple qui se chamaille sans arrêt, qui parfois s'engueule, qui s'énerve, qui en a marre des manies de l'autre, mais qui au final, quand il y en a un qui s'en va, ne peut pas vivre sans lui. Pour moi, c'est ça, le rôle entre l'avocat et l'huissier de justice. Et l'image que j'ai de l'huissier de justice, alors, puisqu'on parle aujourd'hui, enfin, le thème de votre université, c'est huissier de justice, commissaire de justice, une marque. Pour moi, à titre personnel, lorsque je pense à huissier de justice, c'est le logo que je vois dans vos études qui revient. Pour moi, la marque, c'est ça. Alors certes, peut-être qu'elle est un peu vieillotte, mais les notaires ont la même, ils ne s'en plaignent pas. Faut-il la faire évoluer en contemplation de ce qui vous attend avec la profession de commissaire de justice? C'est possible.
Alors à vous d'être imaginatif. Peut-être un exemple, les experts comptables. Je crois qu'il y a quelques années, ils ont créé un logo. Et aujourd'hui, quand on voit ce logo, quelque part, ce E rouge, on sait que c'est un expert comptable. Peut-être que c'est ça qu'il faut aussi travailler. À titre aussi personnel, encore pour parler de moi, ça c'est les avocats, j'ai une relation particulière avec les voies d'exécution, donc avec le cœur de votre métier. Puisque j'ai commencé à être avocat dans une ancienne étude d'avoué, en 1992, j'avais fait tout mon cursus universitaire et j'avais appris les voies d'exécution telles qu'elles étaient issues du Code de procédure civile ancien. Et au 1er janvier 1993, bouleversement avec la loi du 9 juillet 91 et le décret d'application du 31 juillet 92, qui m'ont contraint, puisque j'arrivais, j'étais sauteur ruisseau, à rédiger tous les nouveaux actes en matière de voie d'exécution du cabinet d'avocats qui avait eu le courage de m'embaucher. Et depuis, voilà, ça fait 26 ans que je fais des procédures civiles d'exécution et plus particulièrement de la saisie immobilière. Et donc, je travaille au quotidien avec les huissiers de justice. Alors, sur le point de vue des huissiers de justice, quand je suis arrivé, et c'est encore récurrent, en réalité, c'est un petit peu comme les avocats. Il y a des bons et il y a des pas bons. Pour les pas bons, pour moi, c'est ce que j'appelle les boîtes à actes. Et vous le savez, il y en a qui le font. Les huissiers de justice qui, vous leur confiez un mandat et ils vous multiplient les actes, puisqu'il y a le tarif, que, effectivement, c'est plus rentable. Et puis vous avez les huissiers de justice avec qui vous pouvez avoir confiance, vous leur confiez un mandat, ils le respectent, et en contrepartie, si jamais ils ont l'impression que vous vous trompez, ou si votre acte est mal fait, ou s'il y a des renseignements qui manquent, vous aiguillent. Et c'est cet échange entre l'avocat, un peu pilote parce qu'il est mandaté par le client institutionnel, et l'huissier de justice, que les choses fonctionnent le mieux. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis fidèle et je travaille dans la région avec 2-3 études, pas davantage. Parce que voilà, c'est cette relation un peu de couple qui fait qu'on s'appelle quasiment tous les jours, en tout cas très souvent, on suit les dossiers ensemble, on évolue, on déjeune ensemble régulièrement pour faire le point sur telle ou telle chose, et il y a une sorte de partenariat qui s'est créé, qui fait qu'il y a une relation de confiance, et on peut se dire les choses. Ensuite, bien sûr, quand j'ai des actes à l'extérieur, ou sur toute la France, soit je laisse le soin à mes huissiers de justice habituels de travailler avec leurs confrères, soit lorsque les institutionnels me l'imposent, parfois, je travaille avec les huissiers de justice du réseau. Alors, pour ne pas être trop long, j'avais prévu d'envisager peut-être des points un peu techniques. Je ne les envisagerai pas tous parce que ça sera trop long. Voilà, 5 minutes. Donc, très rapidement, 3 axes sur les retours d'expérience, parce qu'on m'a demandé aussi de faire des retours d'expérience. C'était les significations des actes, le suivi des dossiers et puis l'exécution. Alors, je serai assez rapide sur la signification des actes. Il y a souvent des petits points de friction, notamment régulièrement lorsque on vous mandate pour délivrer un acte à une société, puis vous allez sur place au siège social indiqué, il n'y a rien, il y a un terrain vague, et vous nous demandez si vous faire un PV 159. Bon là, tout à l'heure d'ailleurs ça a été évoqué par le président du tribunal de commerce, qui a indiqué que la signification de l'affiliation de l'acte est très importante, notamment en matière de procédure collective, mais quelquefois, l'huissier de justice et l'avocat ne peuvent pas aller au-delà des carences de la personne qui doit recevoir l'acte. Si elle n'a pas modifié le siège social, si l'adresse des gérants n'est pas la bonne dans le CABIS, c'est difficile d'aller au-delà. Donc on fait avec ce qu'on a. Deuxième élément, sur les PV 159 toujours, parce qu'on a de plus en plus de soucis avec les magistrats, n'hésitez pas à systématiser la communication, alors je pense que la plupart d'entre vous le font, de l'accusé-réception, de la lettre recommandée qui a été adressée à la personne qui n'était pas là, puisque c'est un PV 159, parce que j'ai eu quelques cas où j'ai enrôlé, normalement pour moi l'acte d'huissier fait foi, mais certains magistrats m'ont dénoncé au motif que je n'avais pas justifié par la communication dans mon dossier de l'accusé-réception de la lettre envoyée par l'huissier, alors qu'il le précise dans son PV de signification,
Donc communiquez rapidement, lorsque vous avez le retour, l'AR pour qu'on puisse compléter nos dossiers. Je voulais également parler de la signification à l'étranger, mais c'est un peu trop long. Sur le suivi des dossiers, 3 points. Suivi des dossiers, premier point, les références du dossier. Alors je ne sais pas, je pense que ça vient de vos logiciels. De plus en plus, on travaille par courrier électronique, et vous aussi. Lorsque je vous mandate pour un dossier, systématiquement aujourd'hui, de plus en plus, la plupart des études, j'ai un accusé réception, donc qui me dit j'ai bien reçu votre acte, je m'en occupe, et voilà le numéro de mon dossier. Et moi, je l'enregistre dans mon logiciel de gestion de cabinet. Et puis, ultérieurement, je vous adresse un nouvel acte dans le même dossier, notamment pour la saisie immobilière, ça commence par la délivrance du commandement, et ensuite je vous mandate pour faire le procès-verbal descriptif. Et là, j'ai encore un accusé de réception avec un nouveau numéro de dossier. Et le numéro de dossier que j'ai utilisé moi est celui que vous m'avez donné pour le commandement. Et je suppose que ça vient de votre logiciel qui, à chaque acte, donne un numéro de dossier différent. Donc là, il y a peut-être une osmose à avoir pour qu'on puisse communiquer correctement, que moi, bon, pas de souci, je vais retrouver mon dossier, mais que vous, de votre côté, vous puissiez retrouver votre dossier avec le numéro correspondant adéquat. Enfin, sur l'information et l'avancée des procédures, peut-être qu'il y ait plus d'échanges. Parce que quelquefois, je mandate pour une procédure de saisie et attribution, je n'ai pas toujours le retour des actes et le suivi, savoir si ça s'est bien passé, pas bien passé. Quelquefois, peut-être un peu plus de systématisation dans la communication pour l'avancée des procédures. Et enfin, sur la communication des actes, bon, c'est un petit peu la même réponse. Enfin, sur l'exécution, alors sur les mesures conservatoires, là aussi, comme je n'ai pas beaucoup de temps, on m'a dit 5 minutes et j'ai dépassé, j'en parlerai pas. Peut-être plus sur la saisie immobilière. Sur la procédure de saisie immobilière, il est vrai que là, le travail entre l'avocat et l'huissier de justice, et le travail de partenariat est primordial. Et la confiance également entre les deux. Vous avez tous pris connaissance des chantiers de la justice et du rapport qui a été déposé en janvier dernier. Et c'est aussi à cette occasion que j'ai découvert un peu plus, en le creusant, la profession future de commissaire de justice. Puisque dans le premier rapport qui a été déposé par la chancellerie, il était envisagé de déjudiciariser la vente aux enchères des immeubles pour la confier au commissaire de justice. Vous avez pu observer que lorsque ça a été déposé, il n'y a pas véritablement eu de réaction de la part des avocats. Les huissiers de justice non plus, à ma connaissance. Et ce n'est que ultérieurement, lors de la présentation de la loi de programmation, que la hausse du beurre, le commissaire de justice avait disparu de la procédure de saisie immobilière au profit d'un officier public et ministériel, et on savait très bien que c'était le notaire. Donc là, la profession d'avocat a réagi. Car autant elle n'était pas défavorable, et bien au contraire, à ce que l'huissier de justice remplace le juge pour constater les enchères et la vente, comme il participait autrefois aux enchères, puisqu'il n'était pas rare dans les tribunaux, lorsque ça se faisait à la bougie, que bon, il y avait le juge, il y avait le greffier, mais il y avait aussi l'huissier de justice avec les bougies. Désormais, remplacer le juge pour déjudiciariser par l'officier public que constitue l'huissier de justice pour tenir le rôle des enchères, pour dresser le procès-verbal qui constituera ultérieurement le titre de vente, c'était pourquoi pas une avancée. Et il y a eu un recul lié peut-être à la pression de la part des notaires. Donc là, il y a eu réaction de la part des avocats. Étant président de la PPE et ayant travaillé déjà depuis de nombreuses années avec leur chancellerie sur la réforme de la saisie immobilière que vous connaissez, les évolutions en 2009 aussi, on a participé à la rédaction des textes. Et puis plus récemment, j'ai participé pendant 2 ans et demi, ça a été lourd, avec la DGCCRF, sur le tarif des avocats en matière de saisie immobilière, licitation, partage et sûreté judiciaire. Donc, tarif qui a été publié en mai dernier avec l'arrêté tarifaire de juillet 2017 et qui est applicable depuis le 1er septembre 2017. Mais ces travaux avec la chancellerie m'ont permis d'être convié aux discussions qui sont nées à la suite du dépôt de la programmation et nous avons obtenu
que soit retirée de cette partie du texte la déjudiciarisation des ventes aux enchères au profit des notaires. Néanmoins, ça n'est pas fini, et nous sommes en discussion avec la chancellerie. Des commissions de travail ont été établies. Il y a une commission réforme de la saisie immobilière, je fais partie de cette commission. Nous avons adressé à la demande de la chancellerie un projet de modification des lois. Donc on a réécrit en totalité la partie législative du Code des procédures civiles d'exécution sur la saisie immobilière et la partie réglementaire. Tout ça a été adressé au Conseil national des barreaux, qui l'a approuvé en Assemblée générale et l'a communiqué à la chancellerie au tout début du mois d'avril. Qu'est-ce que ça donnera? On verra. Mais donc, peut-être que notre partenariat s'en trouvera renforcé. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et pour moi, pour en terminer, en conclusion, il ne doit pas y avoir d'antagonisme entre avocats et huissiers de justice. Ça doit être un travail en symbiose, parce que nos professions se rejoignent. L'avocat qui obtient le titre exécutoire, il n'a qu'à l'encadrer s'il n'y a pas d'huissier de justice. Et il faut pouvoir exécuter, et on a besoin de ça. Merci.